Bonjour à tout le monde, j'espère que chacun se porte bien. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième formation du club OSM NSTP et aujourd'hui, nous allons parler de la cartographie des lieux d'occupation du sol, notamment les zones résidentielles et du réseau routier. Avant de commencer, je voudrais rappeler rapidement ce qui a déjà été fait dans nos précédentes vidéos. Dans la première, il y a eu une prise en main du logiciel GeoSM, de l'installation jusqu'à la création ou alors de la première mise en condition logicielle, notamment avec l'installation des plugins. Et ensuite, la cartographie des bâtiments utilisant plusieurs outils ou alors plusieurs extensions. Ça, c'était la deuxième formation. La troisième, on a vu comment extraire les données OpenStreetMap. Parce que le but ici est de, oui, créer la donnée, mais après de l'extraire pour l'utiliser pour faire des analyses, pour faire des traitements, pour pouvoir répondre à des problématiques assez, assez concrètes et claires. D'où la nécessité de savoir comment exporter la donnée OpenStreetMap pour ne pas juste ou pour ne plus juste l'utiliser comme un fond de carte, mais vraiment l'utiliser comme une base de données et l'utiliser vraiment son plein potentiel. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même dynamique, mais avec la création d'autres objets topographiques, notamment les lieux, l'occupation du sol et le réseau routier. Alors, pour commencer, normalement, nous allons entrer dans le GeoSM et on va prendre une petite zone. Je voudrais, avant de commencer à cartographier, essayer de préciser un certain nombre de points. Nous allons commencer par la cartographie des points. Alors, un point, on va rapidement voir dans la littérature. Un point ou alors un lieu est dans GeoSM est utilisé pour spécifier le type de lieu cartographié. Si les informations existent déjà, ne pas supprimer le nœud. Alors, qu'est-ce qui existe là? Un lieu, en fait, est caractérisé par le nombre de ménages. Plus le nombre de ménages est important et plus il y a des services dans la zone résidentielle, plus le lieu a une caractérisation différente. Pour faire un lieu, il faut deux choses. En fonction des ménages et en fonction de sa géométrie. Un lieu est un point. Un lieu n'est pas une ligne ou un polygone. Un lieu vraiment est un point. Donc la géométrie d'un lieu est un point. Et dépendant du nombre de ménages dans le lieu, nous pouvons avoir plusieurs types de catégories de lieux, comme on va le voir. On va pas tout cartographier, mais vraiment l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on cartographie les lieux et comment est-ce qu'on les cartographie. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il est parfois intéressant de cartographier les lieux pour pas mal d'applications que vous pourrez avoir sur le net. Notamment, ici, on peut cartographier peut-être les lieux pour avoir les informations sur comment est-ce que les zones résidentielles sont occupées peut-être dans un territoire. Déjà, essayer de voir la dynamique d'occupation des zones résidentielles dans un territoire. Est-ce que le territoire en question est beaucoup plus axé sur des zones résidentielles qui sont des hamlets ou alors des zones résidentielles qui sont des villages? Donc, et ça peut nous permettre de savoir comment peut-être planifier si la zone résidentielle est peut-être, si l'espace géographique est peut-être orienté vers les hamlets. Je dis que bon, voilà, comme ce sont des hamlets, on va devoir donc trouver une stratégie pour donner des services publics dans ces hamlets-là pour qu'ils deviennent quoi, peut-être des villages ou bien des villes. Donc vraiment, dépendamment de ce qu'on veut, il y a pas mal d'utilités quand même à cartographier le lieu. Donc, on va aller sur GeoSM, on va télécharger une petite zone. On va aller quoi, peut-être dans, peut-être toi, peut-être aller à Gaoundéré, peut-être Gaoundéré, dans bon, la partie nord, la partie septentrionale du Cameroun. On va chercher Gaoundéré dans la Damawa, Bandui, on va prendre ça. Vraiment, ici, c'est vraiment, l'idée, c'est de montrer vraiment comment est-ce qu'on cartographie et où est-ce qu'on cartographie les zones résidentielles. Comme ça, c'est pas
peut-être prendre quelle zone là? Je vais prendre cette zone. Non. Allons-y sur Berthois, éventuellement. Ok. Ah, la zone est trop grande. Ok, je vais prendre comme ça. Ok. Berthois est assez mappé. Pas mal de données, un décalage qui n'est pas très correct, peut-être de l'imagerie. Ok, bon, on va faire un rapide exemple. Est-ce que Berthois serait judicieux? Je sais pas. On va prendre peut-être une autre petite ville à côté. Je pense que Berthois est assez. Peut-être Batory, non. Disons qu'on prenne cette zone ici. Okay. Ici, on voit clairement que on a Kamba Mairie qui est un village. Donc là, vraiment, c'est clair que c'est un village. Bon, ici, on va essayer de classifier un peu les catégories. Alors, un lieu peut être soit une localité, soit un lieu habité dans isolated dwelling, soit un hamlet, soit un village, soit une ville. Alors, généralement, sur OSM, les villes sont déjà cartographiées, vraiment dans le pire des cas où on n'aura pas de ville qui soit déjà représentée par un lieu. Ce qu'on a beaucoup en Afrique, ce sont des hamlets et des villages. Alors, quelle est la différence entre toutes ces catégories-là? La localité, c'est une zone qui n'est pas habitée en fait. C'est genre sur l'imagerie, je crois peut-être les zones, sur l'imagerie, vraiment, il n'y a pas de maison en fait. C'est ça la localité. Donc, elle n'est pas habitée d'après l'image du satellitaire, mais sur le terrain, on a vu qu'il y a des bâtiments, mais il n'y a pas de gens qui vivent là. Ensuite, nous avons des isolated dwellings, qui sont des lieux habités, qui sont vraiment généralement un ou deux ménages. Ici, quand on parle de ménage, on parle de maison. Donc, si vous voyez peut-être un truc de ce genre, premièrement, vous pourriez penser à une isolated dwelling. Maintenant, si cette zone, cet assemblage de un ou deux ménages est vraiment très éloigné en forêt et que peut-être à côté de cette forêt-là, il y a peut-être une zone agricole ou alors un espace agricole. Là, peut-être ce ne serait plus un lieu isolé, mais ce sera peut-être juste des maisons. Pourquoi? Pour dire que peut-être la personne fait l'exploitation et ces bâtiments-là lui servent peut-être de magasin ou de hangar. Donc là, ça ne devient plus un lieu habité, mais vraiment des hangars juste pour exploiter. Donc vraiment, dépendamment de là où les ménages se situent, si c'est situé vraiment de façon dans les périphériques d'une zone résidentielle assez importante, là, on peut dire que c'est un isolé de dwelling. Mais maintenant, si c'est vraiment situé en forêt où il y a après un espace agricole, on pourrait penser à juste des bâtiments. Et dans ce cas, ne pas cartographier le lieu, mais juste cartographier les deux ou trois bâtiments, trois ou quatre bâtiments. Donc, ne pas cartographier les lieux. Vraiment, dépendamment de ce qu'on perçoit dans la globalité, on pourrait mapper, isoler le doigt ou juste mapper les bâtiments. Ensuite, nous avons les hamlets. Les hamlets, ce sont des lieux qui ont entre 2 et 20 ménages. Généralement, dans les hamlets, il n'y a pas de service public. On ne peut pas avoir des hôpitaux, des écoles, des loisirs. Mais de façon spatiale, pour détecter, je puis dire comme ça, un hamlet, c'est vraiment les ménages.
Donc, compter les ménages et définir si c'est un hamlet ou pas. Maintenant, si entre deux hamlets, la distance est minimum à 100 mètres, ne pas cartographier les deux hamlets comme entités distinctes, mais vraiment faire un grand, une, un point qui va caractériser tout euh, la somme des deux hamlets et placer le point vraiment au milieu des deux zones et dire que là maintenant c'est un village parce que deux hamlets additionnés donnent un village. Maintenant, si les deux hamlets sont séparés par une zone forestière vraiment claire où il n'y a pas de route d'accessibilité, on va les cartographier comme deux hamlets différents, même si elles ne sont pas distantes de 100 mètres. Ensuite, nous avons les villages. Les villages, en termes de ménage, ça augmente. En termes de services également, ça augmente. Le même principe ici. S'il y a deux villages qui sont, qui sont proches, ou alors qui sont éloignés d'une distance de moins de 100 mètres, il faudrait les associer, les cartographier en une seule entité. Et la somme de deux villages donne une ville. Maintenant, si elles sont séparées clairement par un espace, un couvert végétal ou une canopée assez importante, qui montre vraiment le distinguo, alors les mapper comme deux lieux distincts, village, village. Ok, après il y a les villes. Donc, en gros, voilà un peu ce qui se passe sur dans la catégorie. En pratique, je vais peut-être voir. Bon, supposons peut-être que ceci, c'est peut-être une zone. Bon, là, je suis dans vraiment le cadre d'un exemple. Et puis, je veux la mapper. Je vois là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai vraiment plus de 10 plus de 10 ménages. Donc, je vais mapper ceci comme un, un hamlet. Parce qu'on a dit qu'un hamlet, c'est entre 20 ménages. Et là, je vois clairement qu'il n'y a pas d'école parce que je vois pas une représentation spatiale qui distingue un établissement, juste les ménages. Donc, la première chose à faire, je crée un point. Parce qu'on a dit, la géométrie des lieux, ce sont des points. Je crée un point. Ensuite, je pars dans pré-réglage. Je pense que c'est la géographie. Je pars à la géographie, lieu. Dans lieu, vous voyez que chaque lieu ou catégorie de lieu a une couleur bien précise. Et c'est ça qui est quand même intéressant sur VSM. C'est de dire que à partir de la couleur d'un objet, je peux dire de quel type d'objet ou de quelle catégorie d'objet il s'agit dans une classe ou alors dans un attribut général défini. Donc, dans les lieux, dans l'attribut lieu, je peux avoir la clé. Dans la clé lieu, je peux avoir l'attribut hameau. Et dans hameau, je vois clairement que c'est du jaune, lieu habité, divers, village, ville, banlieue et tout. Donc là, moi, j'ai vu que c'est un hamlet. Un hamlet en français, c'est hameau. Donc, je vais cliquer sur hameau. Et si je connais le nom, si je connais le terrain et que je connais vraiment la zone, je peux mettre le nom. Mais si je connais pas, j'applique juste et vous voyez, c'est sorti. Par contre, si je mettais le nom, je vais peut-être venir. Si je mettais peut-être le nom, je vais la modifier. Donc, je vais peut-être rajouter. Je mets nom, même. Si je connaissais le nom, je devais peut-être mettre quoi, je sais pas trop. Donc, et là, ça devait sortir directement avec le nom pour dire ça c'est un hameau, c'est l'hameau ton, ou alors c'est le lieu ton, en fait. Donc, pour le lieu, c'est un peu ça. Peut-être prendre un exemple pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que je peux avoir un exemple ici? Je ne sais pas. Je vais prendre ici. Enfin. Ok, voilà. Vous voyez ici, j'ai deux. Vraiment, voilà, c'est le typique exemple en fait de ce que je précisais en concernant la distance entre deux lieux. Vous voyez ici là clairement que là j'ai vraiment, je peux pas cartographier tout ceci comme un seul lieu en fait, parce qu'il y a vraiment une canopée là qui me crée la différence entre ces deux points-ci. J'ai un point qui est ici, j'ai un point ici. Donc la zone résidentielle est clairement définie ici et celle-ci est définie là. Donc je peux pas l'associer pour dire que c'est une ville en fait. Donc c'est pour ça que je cartographie les entités de façon différente. Et là,
il n'a pas cartographié la zone résidentielle. Donc, il a cartographié et il a mis en relation. Ouais. Donc là, il a clairement le lieu. Et le lieu doit être le plus au centre. En général, on dit que le lieu doit être vers la zone la plus importante en termes de bâtiment ou de ménage. Mais comme on ne peut pas identifier, ou alors c'est souvent assez difficile d'identifier, on peut faire mettre le point le plus au centre de la zone en fait. Donc, quelque chose comme ça. Je peux rapidement recaler l'imagerie. Ouais, pas mal du tout. Okay. Donc, c'est quelque chose comme ça. Il y a peut-être d'autres là à faire. Donc, puis peut-être je peux envoyer comme commentaire. Bon, ça c'est dans le projet. Oh, j'ai oublié d'ouvrir ça dans un autre. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà en ce qui concerne la cartographie des lieux. Globalement, c'est celle-là. Elle est beaucoup plus intéressante contrairement aux zones résidentielles. Mais pour la cartographier, il faut la géométrie qui est un point et la catégorie dépendant du type de la quantité de ménages. Bon, dépendant du nombre de ménages dans une zone, je peux cartographier soit en locality, si elle n'est plus habitée, soit en isolé dwelling, soit en hamlet, soit en village, soit en town. Mais généralement, les towns, toutes les towns sont cartographiées, donc toutes les villes du monde sont cartographiées. C'est généralement les villages et les hamlets et les dwellings, les isolés dwellings qui sont en général cartographiables dans le contexte africain. Donc, ce qui concerne les lieux, ok. L'occupation du sol. Alors, l'occupation du sol, en gros, c'est quoi? C'est les espaces, ou alors les catégories d'espaces, les entités, on va dire quoi? Comment est-ce que le sol, ou alors comment est-ce que le couvert, l'espace géographique est occupé, en fait? Est-ce qu'il y a plus de zones résidentielles? Est-ce qu'il y a plus de forêts? Est-ce qu'il y a des zones industrielles? En fait, c'est comment est-ce que le sol est occupé? Généralement, on appelle ça en anglais land use, donc l'occupation du sol. Ici, on va se focaliser sur la cartographie des zones résidentielles. Alors, quand on dit zone résidentielle, c'est la zone habitable, en fait. Donc, la zone où il y a les maisons, ou alors la délimitation de la zone où il y a les, les maisons, ou alors où les gens vivent, en fait. Donc, dans ce cas-ci, c'est celle-ci. Donc, là, on voit clairement que, voilà, les maisons, que la zone résidentielle serait là. Maintenant, bon, généralement, c'est la zone avec des espaces de jardin. Parfois, il y a des maisons et puis il y a des espaces de jardin. Donc, il ne serait pas intéressant de cartographier net les limites net, mais vraiment d'avoir des petits espacements en fonction de comment ça se présente. Alors, pour cartographier la zone résidentielle, il faut deux choses. Premièrement, la géométrie. La géométrie, c'est un polygone. Une zone résidentielle, c'est un polygone. Un polygone qui n'est connecté ni à la route, ni à un point de lieu, ni à rien d'autre. En fait, pourquoi? Parce que la zone résidentielle, c'est un espace entre guillemets virtuel, parce qu'on ne peut pas physiquement, c'est un peu comme des limites administratives, ce ne sont pas des, des, des entités qui sont euh, représentées physiquement. Je prends l'exemple par exemple par rapport aux routes. Les routes, on peut voir la route en fait et la représenter. Mais la zone résidentielle, c'est vraiment un espace abstrait qui dit ce que voilà la zone où les gens vivent. Donc on la délimite juste. Donc elle ne doit pas être connectée à un autre point. Donc ça doit vraiment, soit elle est ce qu'on appelle mise en relation avec d'autres entités polygonales, comme d'autres occupations du sol, ou alors d'autres zones résidentielles, soit elle est alone. Donc elle ne doit pas être connectée à un point ou à une route. Je prends l'exemple, par exemple, je veux cartographier peut-être cette zone résidentielle-ci. Bon, je suppose qu'elle est à cartographier, mais juste un exemple. Je veux la cartographier. Alors, ce que je ferais, c'est de délimiter le contour. Donc, je prends mon outil d'édition, je délimite le contour. Je délimite le contour.
délimite, tac, tac, disons que c'est ceci. J'arrive, je double-clique. Vous voyez que ma zone n'est connectée à rien en fait. Du moins, ça c'est encore la géométrie, mais elle n'est connectée à rien. Il n'y a pas de nœud d'intersection avec la route. Parce que généralement, c'est souvent des causes de données pas cohérentes en fait. Donc, par exemple, quelqu'un fait ceci et il vient peut-être connecter ce nœud-ci avec peut-être celui-ci. Et vous voyez que là, dans ce cas-ci, la zone est connectée avec la route, ce qui n'est pas normal en fait, parce que dans la réalité, on ne peut pas voir ça. Parce qu'on dit que cartographie, c'est représenter au mieux la réalité. Alors dans la réalité, on ne peut pas avoir une zone résidentielle qui est connectée à une route. Donc du coup, il faudrait au mieux représenter l'élément en fait. Donc là, je rentre là. Donc dès que j'ai ma géométrie, je clique là, je sélectionne pour affecter un attribut. Après réglage, je pense que c'est la géographie terrain. Et là, je viens en zone résidentielle. Vous voyez que je peux cartographier plusieurs zones, vraiment dépendamment de ce que je vois. Et ça représente comment est-ce que l'espace ou le couvert est occupé. Je peux avoir des jardins, je peux avoir des ailes, je peux avoir des espaces verts, des aires de jeu, des parcs, et and so on and so forth. So, and generally just use your eyes interpretation to choose the correct tag. So, donc ici j'ai terrain et je viens à zone résidentielle. Tac. Quand je clique, si je connais le nom, je mets. Si je connais pas, je laisse. Et puis j'applique. Et vous voyez que directement ma géométrie a changé. Vraiment, c'est ça qui est vraiment intéressant sur GSM. Dépendamment de la couleur ou alors dépendamment du tag, GSM applique directement une couleur. Et vraiment, ça peut te permettre de déterminer assez facilement quand même de quel type d'objet il s'agit. Donc, c'est ça qui est quand même un peu intéressant. Donc là, j'ai ma zone et qui est là. Et vous voyez bien que le lieu est dans une zone résidentielle. Donc, on ne cartographie que le lieu dans une zone résidentielle. Du moins, sauf le locality. Évidemment, donc à partir du isolate dwelling, il faut vraiment que j'ai un espace où les gens peuvent potentiellement vivre. Maintenant, soit je cartographie les deux, je fais la zone résidentielle et je fais le lieu, soit je fais le lieu, mais généralement les lieux sont plus faciles en fait parce que ça ne nécessite pas beaucoup de points. C'est juste vraiment je place le point dépendamment des ménages et des caractéristiques liées au lieu. Je cartographie, ça va un peu plus vite. Contrairement à la zone résidentielle où je dois faire le contour et puis l'attribuer en fait. Donc, soit je peux faire les deux en fait. Donc, si j'arrive sur un projet, mais généralement, prenez le temps de lire. Si vous êtes sur le task manager, prenez vraiment le temps de lire les consignes du projet. Si le projet demande de cartographier les zones résidentielles, cartographiez-les. Si le projet demande de cartographier les lieux, cartographiez-les. Donc, pour les zones résidentielles, c'est ceci. Je vais prendre peut-être un autre exemple là. Bon, je vais supprimer ça. Je vais prendre un autre exemple. Peut-être ici à l'état. Okay. Là, on voit clairement que la zone résidentielle a été définie. Si je sélectionne là, voilà, Land Use Residential. Et là, je vais prendre l'état, je le mets un peu plus au centre. Je pense que c'est pas mal déjà. Et vous voyez, la zone résidentielle, c'est vraiment dit l'espace habitable. Donc, je peux pas, si j'ai ceci, il faut que je l'écarte ou je l'agrandisse pour dire vraiment que les bâtiments là sont dans cette zone résidentielle. Donc, quelque chose comme ça. Ici, je vais agrandir jusqu'ici. Je prends là. Et ça, c'est vraiment l'espace de jardin. Donc, je suppose que ma zone arrive jusqu'ici. Parce que si je peux pas mettre directement comme ça et faire ceci, pour dire que non, c'est pas bien en fait. Donc, je vois clairement que cette zone-ci appartient toujours à la zone résidentielle. Ce sont peut-être des jardins. Et je vais peut-être rapidement caler l'image. Ici, je suis clairement quelque chose comme ça. Quelque chose qui serait à peu près comme ça. Parce que plus vous cartographiez, plus l'espace est important, plus ça devient aussi compliqué. Je prends l'exemple. Par exemple, on va peut-être évaluer la densité de population. Et en fonction de la zone d'occupation du sol, on peut évaluer le nombre de ménages. Et en fonction du nombre de ménages, on a défini que bon, peut-être dans un ménage, on peut avoir 8 personnes, on peut évaluer la quantité
de personnes dépendamment des zones résidentielles. Donc, si la surface ou alors si vos zones résidentielles ne respectent pas, ne sont pas assez conformes, l'approximation de la densité de population serait aussi biaisée. Donc, on veut peut-être dire que bon, par rapport à l'occupation du sol, on veut voir quelle est la densité de population par rapport à l'occupation du sol. Je prends un exemple par rapport à cette surface-ci. Je veux estimer la densité de population qui serait ici là dépendant des différents ménages. Donc, je peux cartographier tous les bâtiments. Après avoir cartographié tous les bâtiments, j'essaie d'évaluer le nombre de personnes qui peuvent vivre par bâtiment. Et là, en fonction de la superficie de la zone résidentielle, je peux avoir la densité de personnes qui occupent la zone en fait. Donc ici, votre zone n'est pas assez correcte, ce serait quand même pas mal dommage. Donc, il peut y avoir plusieurs applications, d'où la nécessité vraiment de créer une donnée qui est assez correcte. Ça peut également intervenir dans la planification peut-être des réponses humanitaires dans la mesure où, en fonction de la zone ou de la superficie de la zone, on peut planifier facilement les réponses humanitaires. Si la zone est très grande, on peut dire que bon, ça peut nous prendre tel nombre de jours pour peut-être planifier la réponse humanitaire face à une catastrophe. Mais si la zone n'est pas très bonne, en fait, dépendant de la superficie, on peut planifier une réponse humanitaire en ajoutant bien évidemment d'autres facteurs comme les routes, l'accessibilité des routes, la voirie et tout, les pontes également. Donc, vraiment, la zone doit être la plus fidèle. Et comme je dis, c'est vraiment une approximation, mais ce serait intéressant de faire quand même un travail assez juste et correct. Quand même. Et là, si j'envoie le tag, généralement ici, ou alors l'attribut, ça pourrait être, bon, là, ça. Bon, moi je vais mettre, je sais pas trop dans quelle ville j'étais en l'état. Donc je mets l'état. Je mets l'état, virgule, Cameroun. Et qu'est-ce que j'ai fait? Modification. Zone résidentielle. Résidentielle. Et je peux mettre le hashtag. Là, on travaille avec OSM Ernest Being Tag. Et j'envoie. Tac. Ok. Là, je pense que c'est parti. Ok. Donc voilà un peu comment on cartographie les zones résidentielles en fait. Donc maintenant, la zone résidentielle, c'est vraiment une partie à part de la zone d'occupation du sol. Si vous voulez cartographier autre chose, vraiment libre à vous, c'est le même principe. Par exemple, ici, je vois que là, je sais pas de la forêt, parce que la canopée, bon oui, c'est vrai que c'est de la forêt, je peux cartographier ceci comme forêt. Je peux délimiter peut-être ce contour C en disant que bon, voilà, c'est peut-être la forêt. En fait. Je vais faire ceci. Et puis, je viens en réglage, en géographie, dans nature, je vois forêt. Quand je mets forêt, bon, j'avais pas comme ça, géographie, nature, forêt. Si je connais la forêt, je mets. Et vous voyez que la couleur est différente en fait. La forêt aura tendance à être verte, les zones résidentielles auront tendance à être un peu grises. Donc, voilà un peu comment est-ce on peut cartographier les zones résidentielles. Donc, finalement, la zone résidentielle, sa géométrie, c'est un polygone. Donc, une ligne fermée, si on peut dire comme ça. Et, dépendant doit être vraiment les hotlines de la zone d'habitat. Donc, on cartographie une zone résidentielle par rapport à l'espace vivable, ou alors l'espace où les gens vivent. Ok. On va switcher sur l'autre qui est le réseau routier. Alors, le réseau routier, c'est quoi? Ou alors, comment cartographier le réseau routier? Ou alors, le réseau routier, c'est quoi? C'est l'interconnexion entre les routes qui traversent un espace. Quand on parle d'interconnexion, on dit donc que le réseau doit être connecté.
la route, c'est pas un modèle en spaghetti où il y a des briefs de route qui ne sont pas connectés au réseau. Non. La route, vraiment, c'est une entité compacte qui est connectée. Les routes doivent être connectées vraiment entre elles. Ça, c'est la particularité du réseau. Et c'est généralement les problèmes qui sont liés à OpenStreetMap dans la cartographie des routes, ou l'un des problèmes en fait, où les routes ne sont pas connectées. Ça, c'est l'un des problèmes. Donc, rapidement, on va voir un peu dans le texte ce qui concerne le réseau routier. Voilà. On dit tout type de voie de circulation terrestre non ferrée, les autoroutes, pistes, des chemins est étiqueté highway, en anglais route. Donc, généralement, si vous ne voyez pas route, cherchez highway. Il est important que ces voies soient correctement ajoutées à la base de données car elles sont utilisées dans de nombreuses façons de la navigation. Donc, c'est vraiment important. Et comme j'ai dit, il y a aussi également la catégorie des routes. Dépendamment des caractéristiques, en fait. Je vous invite vraiment à aller sur le wiki de OpenStreetMap. Donc, tapez OpenStreetMap Wikipédia et vous tapez highway ou alors cartographie des routes OpenStreetMap Wiki. Vous allez avoir vraiment toutes les informations nécessaires sur comment est-ce qu'on cartographie les routes en fonction de comment ça se passe sur le contexte. En fait, comment interpréter la cartographie des routes par rapport à ce qui est là. OpenStreetMap a une base de données qui est assez claire sur comment ils sont cartographiés les routes. Mais dans le contexte africain et dépendamment du projet, on peut avoir des spécificités en fait. Mais si vous n'êtes pas en projet, sur le Task Manager, je vous recommande de lire fortement le wiki en ce qui concerne les routes. Je pense que vous pouvez aller sur je vais taper là. Je tape OpenStreetMap wiki. Et lorsque je suis là, je montre dans le wiki. Et là, je peux venir faire la recherche ici. Je fais highway. Tac. Et là, ça me donne les différents highways. Donc, les motorways, les trunks. On te dit trunk, the most important roads in a country system that aren't motorways. Donc, les trunks sont généralement les nationales, les primaires, les secondaires, les tertiaires, les unclassified, les résidentiels. Donc, vraiment, voilà les types de catégories qu'on peut avoir dans le réseau routier, en fait. Donc, les liens du secondaire, les liens du tertiaire, les services, les pedestrians, les tracts, et d'autres, en fait. Donc, je vous invite vraiment à venir ici. C'est vraiment important de comprendre d'abord la base de données OpenStreetMap avant de pouvoir cartographier. Ça vous permet de créer de la donnée de bonne qualité, en fait. Parce que c'est important. Si vous êtes dans un projet où c'est vous qui devez créer vos données, il serait important de connaître la bonne façon de créer les données pour pouvoir mieux les utiliser parce que la base de données serait cohérente et assez fiable, en fait. Donc, d'où la nécessité vraiment de comprendre comment est-ce qu'on cartographie les routes, en fait. Donc, je vous invite vraiment à venir sur le wiki. Je mettrai le lien dans la page. Donc là, c'est OpenStreetMap Wiki. Ok. Sur GeoSM, comment ça se passe? On va télécharger peut-être un petit. Voilà. Bon, peut-être dans notre cas-ci. Ok. Vous voyez là, ici, c'est une secondaire. La référence est D9. Alors, tout ce qui est vraiment référencié, c'est vraiment. Bon, dans le cas du Cameroun, je ne connais pas dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, mais tout ce qui a une référence ou alors qui a une source, une organisation nationale, vraiment, c'est généralement des entités qui ont été cartographiées avec sur des projets à l'échelle nationale ou bien sur des projets d'envergure. Donc, je vous conseillerais parfois de ne pas les supprimer, mais peut-être modifier la géométrie et peut-être recaler par rapport à l'imagerie. Donc, mais vraiment de ne pas les supprimer généralement. Alors ça, c'est une secondary qui est un pave. Ceci, c'est une trunk. C'est une une tract, autant pour moi. Une tract, c'est un chemin motorisé en fait. Donc, alors dans le contexte, ici, on peut avoir des primaires, des secondaires, des tertiaires, des unclassified, des trunks, des paths, des services. Alors, quelle est la différence entre tout ça? Une primaire relie les grandes villes. Peut-être Yaoundé Douala, c'est une primaire.
ou dans notre contexte, c'est une nationale, qui aura une couleur précise, notamment le vert, je pense. Puis, notamment le vert. Oui, notamment le vert. Ensuite, on a des secondaires qui sont qui est un peu les petites villes en fait. Les secondaires, généralement, dans la visualisation, ont un assez fort impact géographique. Si je prends l'exemple de celle-ci, je vais un peu désactiver le cadre. Vous voyez, elle coupe ou alors elle est assez importante sur l'espace géographique en fait. Donc lorsqu'on la voit, elle coupe de façon assez conséquente l'espace. Et là, nous sommes à 500 mètres. Elle est assez visible. Donc, elle pourrait être considérée comme une secondaire, comme ça a été cartographié. Donc, c'est un peu ça. Les tertiaires, les petites villes. Bon, les petites villes de pratiquement moins de 100 habitants. Les petites villes. Ensuite, les unclassified lient deux petites zones de résidence. Deux petites zones de résidence. Donc, si je pars d'une zone de résidence assez éloignée, vraiment soit un hameau, soit une ville, et que je relie une autre zone de résidence, peut-être un hameau. Donc, je pars peut-être d'une ville à un hameau, et peut-être après, je pars peut-être vers une autre ville. Donc, ça là pourrait être présenté comme une classified. Ça ne veut pas dire que c'est non classifié, c'est juste, en anglais, la bonne traduction, c'est mineur. Donc, une route mineure, mais qui est importante. Et généralement, ces routes-là sont motorisables, donc des voitures peuvent passer. Ensuite, j'ai des services. Des services, ce sont des petites voies qui mènent vers des services publics. Donc, j'ai peut-être une route qui mène vers l'hôpital, j'ai une route qui mène vers une école, j'ai une route qui mène vers un service administratif public. C'est vraiment des services. Des tracts ou alors des pistes, ce sont des routes où le véhicule peut passer et qui mènent soit vers les champs, soit vers des maisons d'habitation. Une route où la voiture peut passer qui mène vers des champs, des espaces agricoles ou vers des habitations. Et des paths, ce sont des chemins qui ne sont pas motorisables, donc où la voiture ne peut pas passer et qui mènent vraiment vers des champs, vers des zones d'habitation. Généralement, pour savoir si une route est motorisable, je peux estimer la graisse en fait, ou l'épaisseur de la route. En faisant mon outil sélection, je clique sur une extrémité et je pars vers l'autre. Et juste ici en bas, au niveau de la règle, en bas, je fais quelque chose comme ça, double-clic là. Juste ici, au niveau de la règle, je vois 3,84 mètres. Donc, la route-ci a une épaisseur d'environ 3,84 mètres. Ça suppose qu'une voiture peut passer, raison pour laquelle ils ont cartographié ça comme track. Si c'était moins de, vraiment on parle de moins de 2 mètres, vraiment elle ne peut pas supporter une voiture. Parce que si on suppose que la voiture a peut-être 1 mètre de poussière avec le gabarit, une voiture ne pourrait pas passer en fait. Donc, c'est généralement comme ça qu'on cartographie. Ensuite, il y a les routes résidentielles. Les routes résidentielles, c'est toutes les routes qui traversent des maisons dans un espace résidentiel, en fait. Donc, comme par exemple, ici, je peux avoir cette route qui est résidentielle, celle-ci. Je peux avoir peut-être celle-ci qui peut être résidentielle. Donc, vraiment, une route qui traverse vraiment les maisons dans un espace résidentiel, c'est ça, une route résidentielle. Donc, en gros, vraiment, je vous invite à aller sur le wiki pour avoir plus d'informations. Mais, quoi qu'il en soit, le réseau doit vraiment être connecté. Vraiment, vraiment, vraiment connecté. On va peut-être prendre un exemple où on va peut-être mieux apprécier ça. Je pense peut-être ici. Je pense qu'il y a une partie de batterie qui était assez intéressante. Je vais peut-être prendre une petite partie de BA3. Peut-être ici. Ok. Vous voyez, là, je vais peut-être recaler l'image. Ok, donc là, vous voyez vraiment, j'ai les routes. Là, je suis en résidentiel. Donc, tout ce qui est un peu couleur gris clair, là, c'est résidentiel. Et vous voyez que le réseau est vraiment, 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 vraiment connecté. Vraiment, vraiment, vraiment connecté. Dans ce cas de figure, je n'ai pas de route, mais j'ai une route tertiaire qui est en jaune. Tertiaire.
qui est en jaune. Voilà. Et aussi, l'une des choses qui est importante, c'est vraiment la continuité de la route. Alors, ça là, je peux pas avoir une route qui est tertiaire comme ça et qui change automatiquement. Ce qui serait logique, c'est que la route tertiaire s'y continue comme ceci. Donc, c'est ça qui serait vraiment logique. C'est ce qui cause souvent un problème de qualité des données. Dans la mesure où j'ai une route qui commence, elle est tertiaire, après elle devient secondaire. Non. Donc, la route a, il faut une certaine continuité dans la cartographie des routes. Donc, si la route, si elle est tertiaire, donc je suppose qu'elle continue comme ça en étant tertiaire. Donc, je vais peut-être séparer ici, bien prendre ceci et jumeler les deux ici, choisir un tertiaire. Et peut-être, bon, je sais pas trop, peut-être asphalte. Donc, je vais peut-être regarder ici. Elle est résidentielle. Ici, j'ai l'asphalte. Ici, j'ai l'asphalte. Donc, je pense que c'est peut-être la même route. Bon, ce que je fais, c'est que je vais fusionner les deux entités. Donc, je maintiens contrôle, je sélectionne les deux pour fusionner les deux entités. Et puis, je choisis, comme c'est deux entités différentes, je vais prendre résidentiel, tertiaire, oui. Je laisse asphalte et j'applique. Vous voyez que ça, c'est plus logique en fait, d'avoir une zone, une route résidentielle comme ceci. Comme ceci. Et maintenant, ceci, si elle est également tertiaire, ouais, je pense qu'elle est tertiaire. Je pense qu'elle est tertiaire. Elle relie vraiment deux villes ou deux espaces d'habitation. Ouais, je pense qu'elle est tertiaire, celle-ci aussi. Comme ça, je pense qu'ils ont mis résidentiel. Bon. Donc c'est vraiment ça. Alors pour cartographier, comment ça se passe? La route doit être connectée. Par exemple ici, je pars toujours du réseau existant vers l'autre. Je ne vais pas cartographier une route. Je commence ici et je viens là. Non. Je commence vraiment sur ce qui existe. Je me connecte d'abord sur le réseau existant avant de cartographier. Je ne pars pas vers ce qui n'existe pas avant de partir vers le réseau existant. Donc je vais venir sur ce point-ci, mon outil d'édition, je trace ma ligne. Alors la route c'est un objet linéaire. Donc je vais faire ça. Je double-clique à la fin. Si je vois là qu'elle traverse les maisons, elle dessert pas mal de maisons là. Donc je vais venir à Residential. Si je connais le nom, je mets. Si je connais le revêtement, je vais choisir le revêtement Surface. Je prends, bon moi je connais pas donc sans revêtement et j'applique. Vous voyez que là ça a totalement changé. Je peux faire pareil sur d'autres. Si peut-être ma route, si je vais prendre quel exemple là. Peut-être ici, j'avais un petit truc quelque part là. Je sais pas trop où c'était. Je pense que c'était plus par ici. Ah, ici. Donc là, si peut-être ma route, si était peut-être quoi, une trunk, une nationale. Bon, les nationales généralement sont déjà toutes cartographiées, donc je double-clique. Si c'était un chemin, je devais choisir chemin ici. Donc ici, vous avez deux attributs de route. Ça ce sont des routes vraiment importantes. Ce sont des routes qui ne sont pas assez importantes. Vous pouvez même cartographier également les escaliers. Si vous savez que cette zone-là, ce sont des escaliers. Vous pouvez cartographier des chemins piétons. Vraiment, dépendamment de ce que vous voyez, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses en fait. Donc là, moi, j'ai carrément une route résidentielle. Donc, si vous aviez peut-être une route secondaire, vous avez choisi ici et vraiment venir. Ça, c'est le formulaire en fait. Plus vous avez les informations, plus c'est important. Si le lissage, c'est un pont, si c'est un tunnel, c'est un remblai, c'est une tranchée. Si la route est éclairée, vous pouvez mettre le type d'éclairage. S'il y a une inclinaison sur la route, si vous avez la largeur de la route, vous pouvez mettre. Si vous avez la route à un trottoir, vous pouvez mettre vraiment, vous pouvez mettre toutes les informations que vous avez en votre disposition en fait. Donc, et voilà. Bon, moi, je vais mettre une route résidentielle. La surface, je mets sans revêtement, je connais pas. Et comme je disais, un Classify, c'est une route
mineur. Voilà ce qu'on appelle un classifier route mineur généralement. Ok. Ici, je pense que c'est pour continuer en fait. Je pense qu'elle est résidentielle là. C'est peut-être cette route qui vient comme ça, peut-être. Je vais peut-être la séparer. Même si c'est en résidentiel parce qu'apparemment, il semblerait être une résidentielle. Et c'est plutôt cette route qui est. Jusque-là, elle serait peut-être une tertiaire. Je pense qu'elle serait beaucoup plus aussi une résidentielle en fait. Elle serait une résidentielle aussi. Ouais, c'est une résidentielle. Celle-ci, par contre, serait peut-être une tertiaire. Ouais, je rentre un peu. Donc, à chaque fois, vraiment avoir la vue d'ensemble avant de cartographier. C'est là qu'à chaque fois, je rentre pour voir un peu la vue d'ensemble et essayer de mieux apprécier l'objet. Donc, c'est un peu ça pour le réseau routier. Donc, on retient que il faut aller sur le wiki de OpenStreetMap pour avoir tous les tags. Maintenant, l'Afrique a ses tags. Alors, on essaie d'ajuster la base de données OpenStreetMap en fonction des réalités africaines parce que en réalité, OpenStreetMap a été conçu pour les Européens et le contexte européen est différent du contexte africain. Donc, du coup, ce qu'on retrouve chez eux là-bas, on n'a pas forcément chez nous ici, on n'a pas ça chez nous ici là, ou alors ce que eux ils appellent X, on n'a pas ça X chez nous. Donc, du coup, il y a tout un espace qui donne un peu les tags qui sont liés au contexte africain. Donc, je vous invite à y aller. Et de façon générale, la route doit être connectée. La route, c'est un objet linéaire qui doit être connecté au réseau existant. Donc, il n'y a pas de routes qui sont alone. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver une connexion, parfois, vous avez la canopée qui couvre les arbres. Et puis, la route se coupe. La route se coupe à un niveau. Et puis, elle se reconnecte après. Ou alors, elle réapparaît après. Donc, vraiment, qu'elle est connectée, est un objet linéaire. Elle doit avoir le bon calque, en fait. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Je vous invite vraiment pour avoir plus d'informations par rapport à ça, de vraiment aller sur OpenStreetMap Wiki et d'avoir vraiment toutes les informations qui concernent la route. Donc, voilà ça, OpenStreetMap Wiki. Et puis, vous venez ici, vous faites une recherche sur ce que vous voulez. Moi, j'ai fait la recherche highway. Et vous aurez vraiment l'information sur les tags des highways, avec même en image, en fait. En image, une petite description. Et voilà, on vous donne toujours la géométrie qui sont des way, des lignes, des chemins, en fait. Donc, ici, ce sont des liens, des pedestrian, on dit, area way. Donc, je vous invite vraiment à venir ici pour avoir plus d'informations. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Et n'hésitez pas surtout à vous connecter. Si vous avez des commentaires par rapport à ce qui est fait, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire dans la page et nous serons ravis de vous répondre. OpenStreetMap, c'est un projet assez extraordinaire, je vous assure. Et vraiment participer à ça est non seulement extraordinaire dans la mesure où on laisse un peu du saut en fait dans le projet et on peut même l'utiliser parce que le monde est vraiment dans la problématique d'avoir des données accessibles. Et OpenStreetMap est une porte en fait vers l'open data qui te permet d'avoir des données vraiment open, d'assez bonne qualité et assez fiable quand même. Donc je vous invite vraiment à continuer à contribuer, à soutenir la page comme vous le faites déjà. Et si vous avez des commentaires, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des ajouts par rapport à ce qui est dit, parce qu'on n'a pas la science infuse en fait. Donc, si vous avez des ajouts, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous pour mieux consolider, voilà, pour avoir une donnée OpenStreetMap d'assez bonne qualité. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et let's see you at the next session. Thank you.